Bonjour et bienvenue sur le plateau de la Grande Bibliothèque de l'École de droit de la Sorbonne. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Célia Zolinski, professeure à l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Célia Zolinski, bonjour. Bonjour Xavier Lagarde. Alors, première question rituelle, qui êtes-vous ? Je suis professeur à l'École de droit de la Sorbonne, professeur de droit privé et avec une spécialité désormais en droit du numérique. Un universitaire, une universitaire, curieuse de mon environnement, des évolutions de ces technologies qui nous environnent, de ce qu'elles disent, de ce qu'elles font de notre société, et peut-être aussi une universitaire ouverte sur d'autres disciplines que la mienne. On vous connaît quand même comme une spécialiste du numérique, et quand on a dit ça, on a tout dit, on n'a rien dit, parce qu'en fait, sous le mot numérique, on met plein de choses, moi je ne sais pas quoi exactement. Ce que je mets sous le mot de droit du numérique, c'est l'ensemble des usages, des outils qui nous environnent aujourd'hui, du réseau Internet, des systèmes algorithmiques, ou qu'on appelle couramment intelligence artificielle, des logiciels, des bases de données, de la réalité virtuelle, peut-être demain de ces métaverses ou des chatbots que l'on voit peupler désormais nos environnements. Mais qu'est-ce qui ça vous a toujours intéressé, ces questions et pourquoi ? Pourquoi ? Parce que... Est-ce que ça vous a toujours intéressé, première question. Alors, ces questions m'ont intéressée progressivement parce que j'ai fait ma thèse de doctorat à propos des directives communautaires à l'époque, oui, consacrées au droit d'auteur. Et ça, c'est très sérieux. On est assez loin du sujet, a priori, parce que le droit d'auteur, bon, on imagine voilà, l'écrivain qui écrit son petit bouquin, ou bon, le cinéma, mais on ne voit pas évidemment immédiatement le lien entre ce dont vous nous avez parlé, le métaverse, et l'étude des directives communautaires sur le droit d'auteur. Je me trompe ? Les premières directives communautaires sur le droit d'auteur ont concerné le logiciel, les bases de données, d'autres prérogatives de l'auteur, mais aussi elles ont accompagné le développement de l'Internet grand public, et c'est à ce moment-là que je faisais ma thèse. Et donc naturellement, à l'époque de façon peut-être un petit peu contrainte, et puis de façon de plus en plus intéressée, j'ai dû développer des analyses de ce qu'était le développement de cet Internet grand public à la fin de l'autre siècle, et accompagner justement les évolutions, ce que cela conduisait à faire comme des nouveaux développements que cela induisait pour les industries culturelles qui ont été les premières impactées par exemple, l'échange de musique sur sur les plateformes, oui. À l'époque, on n'avait pas de plateforme, on avait des logiciels de pair à pair, oui. Et ensuite, on va avoir tout un développement de nouveaux modes de distribution via ce qu'on nomme aujourd'hui les plateformes numériques. Vont apparaître ensuite les réseaux sociaux, cela va poser des questions de responsabilité, cela va poser également des questions de politique publique s'agissant de comment appréhender ces nouveaux usages numériques. Okay. Question un peu radicale, est-ce qu'il y a encore un droit français du numérique ou est-ce qu'en fait ce n'est qu'un droit européen du numérique ? Alors, il y a encore un droit français, et j'y reviendrai. Le droit français peut être moteur et servir de modèle à ce qui serait ensuite un droit de l'Union européenne. Et on en voit les traductions avec la loi pour une république numérique, oui, où la France a été la première en Europe, mais même dans le monde, à imposer de nouvelles obligations à ces plateformes numériques, moteurs de recherche, réseaux sociaux, plateformes de place de marché, et à imposer donc une obligation de loyauté, alors sous la forme d'une obligation d'information pour accompagner le consommateur dans ses usages numériques, par exemple de dire quels sont les critères de classement lorsque vous allez sur une place de marché pour acheter un bien de consommation courante. On a été le premier en droit français, on a influencé ainsi l'évolution du droit de l'Union européenne avec différentes directives qui ont été élaborées depuis, jusqu'au DSA, Digital Services Act, ou en bon français règlement sur les services numériques, qui vient d'être adopté et qui est donc désormais en cours d'intégration dans notre droit interne. Donc là, la marge de manœuvre de l'État français va être plus réduite, puisqu'il s'agit d'un règlement. Voilà, mais on a un rôle d'influence. Mais on a joué un rôle d'influence majeur pour l'adoption de ce texte, puisque la France a servi vraiment de modèle s'agissant de ce nouveau type de régulation des services numériques. Donc la France est toujours debout. Est-ce qu'on peut revenir, je ne sais pas si ça nous paraît envisageable, mais revenir sur la construction de l'Internet, sur ce que vous pouvez en dire comme juriste, en tout cas ce que vous en avez compris,
et quel était ce projet politique? Il y a deux aspects, l'aspect technique et l'aspect politique. Et si je vous pose la question, c'est parce que de toute façon, la vision que vous aurez de juriste de l'aspect technique, c'est la vision qu'aura tout le monde. On ne pourra jamais être aussi informaticien que les informaticiens. Moi, ça m'intéresserait de... si vous pouvez nous restituer ça, comme ça, simplement, ou déboter. C'est pas évident. Alors, ce qui est intéressant, alors très rapidement, on peut dire que le réseau Internet est issu d'un projet porté par des scientifiques et le département de la défense des États-Unis pour penser à un réseau de communication décentralisé qui était essentiel à l'époque puisqu'on était en période de guerre froide, on risquait une attaque et donc si les communications passaient par un seul point central et que celui-ci était visé par exemple par une attaque nucléaire, ce qui était le risque à l'époque, dans ces cas-là, blackout et plus de moyens de communiquer. On sait que la circulation de l'information est un élément central dans le cadre d'un contexte de conflit. Dès lors, les chercheurs ont été appelés à réfléchir à constituer de nouvelles formes de réseaux de communication qu'ils ont pensé de façon décentralisée. L'idée était d'avoir plusieurs nœuds par lesquels pouvaient passer les informations. Et à partir de là, on a réfléchi à ce nouveau réseau. Sur le plan technique, il y a eu des nouveaux protocoles qui ont permis cela, donc de la circulation par paquet des données. Je vous invite, si ça vous intéresse, à visiter la très belle salle du Palais des Sciences qui a été équipée par l'INRIA pour vous permettre de visualiser ceci quand nous ne sommes pas familiers avec ces fonctionnements. Et puis derrière, les scientifiques ou d'autres, donc ça s'est élargi progressivement à d'autres universités américaines, puis de l'OTAN. Et derrière, certains ont porté un projet politique, un projet de société. On était dans les années 70 avec un mouvement de promotion du rôle de l'individu. Défense, et après on a le projet politique. Et on va avoir un projet politique qui va se mêler, on était dans les années 70, encore une fois, avec une nouvelle idée de la société, de la place de l'individu, parfois contre l'État et certaines institutions. Pas contre le marché, ça explique aussi beaucoup de choses d'aujourd'hui. En quoi ce réseau Internet favorise l'émancipation de l'individu? Cela permet de constituer de nouvelles sources d'informations, de nouvelles communautés. C'est très important dans le développement d'Internet, la constitution de ces communautés. Un échange de connaissances pour la science. Exemple de communauté. La plus grosse communauté que chacun connaît, c'est celle de Wikipédia, finalement, qui va permettre, cette encyclopédie en ligne, qui va permettre de diffuser une source importante d'informations et de voir comment celle-ci va s'organiser d'une autre façon que ce qu'on connaissait avant avec un processus de contrôle éditorial en amont. Donc là, ça va être une régulation par les pairs, avec une organisation par la communauté pour aller modérer les éléments qui circulent et là, les informations. Finalement, en tant que juriste, comment on va essayer de s'inspirer de cette logique du fonctionnement de ces systèmes pour penser le droit? Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, un des sujets majeurs, c'est la collecte, le traitement, l'exploitation de toutes ces données qui circulent grâce à des processus, notamment de big data, donc qui permet de collecter massivement, de façon en temps quasi réelle, l'ensemble de ces données pour en retirer de nouvelles sources d'informations. Ici, ce qui est intéressant, en tout cas moi ce que j'ai essayé de considérer, c'est si on travaille sur la circulation des données. Donc on peut discuter bien sûr de la protection des données à caractère personnel, ça occupe un grand pan de nos activités d'enseignement et de recherche, y compris au sein de l'IRJS. On peut aussi considérer comment assurer le libre accès à des données pour permettre aux entreprises de ne pas se retrouver finalement enfermées dans l'écosystème de certaines plateformes. Je donne un exemple. Par exemple, une place de marché majeure, Amazon pour ne pas les citer, contrôle finalement toutes les données sur qui vient acheter quoi, quels sont les produits qui intéressent les internautes qui viennent sur sa place de marché et vont pouvoir ainsi tout simplement produire les produits au goût des consommateurs, au prix identifié comme étant celui du consentement à payer des consommateurs. Donc là, parfois, il faut falloir réfléchir à comment laisser les autres vendeurs qui ne sont pas Amazon en tant que vendeurs qui agissent sur cette plateforme, accéder potentiellement à ces données pour tout simplement être en situation de concurrence loyale. Donc là, il y a cette idée de circulation des données. Et donc l'idée, par exemple... Est-ce qu'il n'y a pas un problème d'achat aussi des données? Est-ce qu'il n'y a pas une commercialité de tout ça, qui est une commercialité souterraine?
Par principe, on ne reconnaît pas, en l'état actuel du droit positif, un droit de propriété sur les données. Ça, je tiens à le dire parce que c'est souvent discuté, mal compris, et donc en l'état actuel, il n'y a pas de droit de propriété sur les données. Maintenant, je vous l'accorde, il y a une commercialité parallèle par l'intermédiaire de ce qu'on appelle les data brokers qui existent, et donc on essaye de se saisir de ces sujets pour penser finalement déjà, comment s'organise la circulation de ces données au travers et leur exploitation, par exemple, lorsqu'elles permettent de profiler un individu, lorsqu'elles permettent de réaliser une publicité ciblée. Donc là, d'ailleurs, on retrouve des dispositions à cet égard dans le DSA. Donc ça, c'est une première chose. Il y a une réflexion aussi que l'on mène, parce qu'en fait, c'est le nerf de la guerre, sur que fait-on du statut de ces data brokers et de leur activité, et on peine à l'appréhender. Pourquoi ? Pour partie parce que le modèle sur lequel s'est développé Internet, les applications web et notamment les réseaux sociaux, c'est celui de l'accès à un service sans contrepartie financière. Sans contrepartie, voilà, on dit toujours la phrase si vous ne payez pas le service, c'est vous qu'on achète. Quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Oui, voilà. Bon, alors, c'est vrai ou pas ? C'est pas nécessairement nous le produit, c'est aussi nous les travailleurs, parce que finalement aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez essayé ChatGPT, dont alors, tout le monde parle aujourd'hui, mais on va évaluer en fait, par exemple, la qualité des réponses de ChatGPT. Donc en tant qu'utilisateur, en tant que personne qui vienne interagir avec le système algorithmique, on va contribuer à l'améliorer. Donc c'est finalement un travail fourni. Donc on pourrait aussi dire si c'est gratuit, c'est que tu travailles gratuitement pour améliorer le système algorithmique. Donc ici, la question est celle de savoir comment on va appréhender la circulation des données. Et un exemple de cette logique informatique qui vient servir de modèle au droit, c'est par exemple d'imaginer qu'au lieu de dire je bloque la circulation des données pour protéger, je reste assis sur mon tas d'or parce que j'ai peur que quelqu'un d'autre y accède, je vais être à la source de ces données, donc je devrais aussi tirer parti de leur valorisation par un tiers, même sous-jacente avec les data brokers. Donc là, on avait pensé à une époque avec des collègues, permettre par exemple aux auteurs, dont les œuvres circulent sur les réseaux, de bénéficier d'un droit à être associé à la valorisation de leurs données. Une sorte de droit de suite, quoi. Alors on l'a appelé un droit à la portabilité des données, c'est ça le terme consacré depuis le RGPD. Pardon, règlement général à la protection des données. Alors oui, juste, souvent, l'impression qu'on a, c'est que le discours est très critique, en disant, voilà, ces gens gagnent de l'argent sur notre dos, ils nous achètent, nous, et en plus, ils nous font travailler gratuitement. Mais est-ce qu'on ne peut pas avoir un discours plus positif, qui est de dire, mais finalement, en travaillant tous individuellement à l'amélioration de ces algorithmes, est-ce qu'il n'y a pas un bénéfice d'intérêt général ? C'est très libéral comme propos. Mais non, mais il peut y avoir un bénéfice d'intérêt général. Et on a vu d'ailleurs comment les réseaux sociaux ont été porteurs d'un certain nombre de mouvements de libération de la parole. On le voit encore aujourd'hui en Iran avec le mouvement des femmes iraniennes. Et c'est essentiel pour éviter justement l'effet de refroidissement, le chilling effect, de se dire que dans certains pays où la parole n'est pas portée, y compris par les journalistes, là on y voit quand même un intérêt fondamental. Et puis tous ces outils auxquels on a accès aujourd'hui qui nous aident considérablement dans notre vie quotidienne, pour venir là, mon GPS, pour échanger parce que je dois échanger avec un collègue Zoom, on l'a bien vu pendant le confinement. On dit toujours que le droit est en retard, et vous êtes plus optimiste, et vous pensez que la régulation est possible. Moi, il y a deux termes que vous utilisez dans votre réflexion. Déjà, le premier, vous dites qu'il y a la possibilité d'une régulation systémique de ces ensembles de dispositifs numériques. Ça veut dire quoi ? Le terme de régulation systémique, je l'emploie avec d'autres pour analyser finalement comment on peut agir lorsqu'on a un développement d'usage et d'outils numériques comme les plateformes. On a évoqué les réseaux sociaux qui peuvent générer des troubles, par exemple du débat public. On le voit aujourd'hui avec des forts mouvements de polarisation. Et donc, la régulation systémique, ça vient finalement associer l'ensemble des acteurs de ces nouveaux écosystèmes, c'est-à-dire les plateformes. C'est systémique qui m'intéresse, parce que régulation, ça, on sait à peu près ce que c'est, mais systémique. Systémique, donc l'idée, ça va être de dire qu'il y a les plateformes auxquelles il va falloir imposer de nouvelles obligations. On a déjà évoqué l'obligation de loyauté, on a commencé à évoquer l'obligation de transparence, de savoir comment ces systèmes
algorithmique, ce sont des algorithmes aussi qui vont pousser, recommander certains contenus. Comment ça se fabrique? Qu'est-ce qu'on nous pousse? Pourquoi on va plutôt nous orienter vers tel type de contenu plutôt que d'autres, au risque de nous enfermer en tant qu'utilisateur? Donc ça, c'est des acteurs clés, c'est indiscutable. Il faut aussi penser le rôle des autorités publiques, le rôle du juge aussi, qui doit demeurer en tant que garant des libertés fondamentales. Et certains l'avaient oublié, ce qui a causé aussi les raisons de la censure de l'essentiel de la loi dite Avia sur la lutte contre la haine en ligne en 2020. Et puis, il y a un acteur que généralement bon nombre de personnes oublient et pour lequel je promeus un rôle important, c'est l'utilisateur, nous tous. C'est pour ça que la régulation doit être systémique, qu'elle doit appréhender l'ensemble des acteurs. Je pense que vous êtes en train d'aborder un second thème dont j'ai compris qu'il vous était cher, qui est cette mise en pouvoir de l'utilisateur, dont je comprends qu'elle participe de cette régulation systémique. Mise en pouvoir de l'utilisateur. Qu'y a-t-il derrière cette jolie formule? Donc l'idée, vous l'aurez compris, c'est qu'aujourd'hui on s'est beaucoup intéressé au rôle et aux obligations qu'on pouvait mettre à la charge de ces opérateurs. On a beaucoup avancé avec le DSA et le DMA, mais ce n'est pas complètement efficient. On s'est aussi interrogé sur le rôle des autorités publiques. Et puis, en effet, il y a souvent un grand absent, c'est l'utilisateur. Donc aujourd'hui, par exemple, lorsque l'on a des interactions sur les réseaux sociaux, normalement, on dessine soi-même son propre profil, ses centres d'intérêt. On fait normalement du sur-mesure, parce que finalement, on est intéressé par certains types de contenus, parce qu'on a constitué tel type de communauté. Et puis, au gré du développement des modèles d'affaires, de ces réseaux sociaux, d'un modèle bâti sur l'audience, de la collecte des données, du profilage, de la publicité, donc ce qui est le modèle d'affaires de ces opérateurs, finalement on va être de plus en plus orienté vers des contenus que les plateformes définissent comme nous intéressants, mais ce n'est pas nécessairement les contenus qui nous intéressent. En tant qu'utilisateur, on promeut désormais avec un certain nombre de collègues un droit de paramétrer en fait, c'est-à-dire de pouvoir être un agent du système, de dire voilà, moi je veux déterminer quel contenu je veux me voir exposer, quelle interaction je veux avoir avec tel type d'opérateur. Quand on a avec la politique de cookies, autoriser, refuser, c'est ça dont vous parlez ou il faut aller au-delà de ça? À mon sens, il faut aller plus loin. Les cookies, lorsque l'on doit autoriser ou refuser les cookies, ça va être justement d'autoriser ou d'interdire ces fameux traceurs qui vont permettre déjà à la machine de fonctionner et puis ensuite de permettre justement de faire fonctionner ce modèle d'affaires basé sur l'audience. Mais moi, ce que je considère, c'est d'aller plus loin et de véritablement arriver à paramétrer les critères d'exposition de certains contenus et de permettre de dire quels sont mes intérêts. Et puis éventuellement, et ça on l'a réfléchi avec des collègues spécialisés en robotique, en neurosciences, en philosophie, en design, dans un ouvrage qui sera bientôt apparaître, on a réfléchi peut-être à imaginer que voilà, on a un certain nombre d'automatismes sur les réseaux sociaux ou dans nos vies et dans le fonctionnement même de notre cerveau est bâti sur un certain nombre d'automatismes qui nous permettent de réaliser un certain nombre d'actions en même temps, ne serait-ce que le fait de vous parler et de respirer en même temps et d'être concentré sur mon propos. Et donc on pourrait être amené à réfléchir aux automatismes que l'on a sur les réseaux sociaux, que l'on veut conserver, ou ceux au contraire que la plateforme a poussé pour nous garder finalement captifs de son service, puisque plus on va rester captif, plus un flux de données va être généré, des interactions vont pouvoir être monétisées, mais sans que je le sache nécessairement, même si on en a de plus en plus conscience, sans qu'on voit comment cela est amené à nous orienter, et finalement comment on peut être en position de conserver un certain libre arbitre. Alors, ça c'est la réflexion, et évidemment on se dit tout ça est très intéressant, mais est-ce que ça peut devenir de l'action? Alors, vous êtes bien placé pour répondre à cette question parce que vous appartenez à un certain nombre d'instances qui ont un rôle. Alors, bon, je vais le dire à votre place parce que sinon, comme vous êtes modeste, vous n'allez pas vouloir faire l'inventaire. Donc, vous êtes membre du Conseil national du numérique. Alors, j'ai été membre, je ne suis plus, mais j'ai été membre de 2016 à 2017. Oui, alors, membre de la Commission nationale consultative des droits de l'homme et du Comité national d'éthique et du numérique. Alors, première question, tout ça, sont des comités
comité Théodule ou ça sert à quelque chose? Le Conseil national du numérique. En général. Je pars des exemples parce que je vous laisserai en juger. Donc le CNUM, comme on l'appelle, le Conseil national du numérique, est un organe de conseil qui, historiquement, devait permettre au gouvernement français de comprendre justement le déploiement de ces outils numériques, de comment penser ces politiques publiques s'agissant du numérique. Donc par exemple, c'est le Conseil national du numérique qui a été à l'origine de cette obligation de loyauté des plateformes qui a été consacrée dans le Code de la consommation. Donc c'est une source de compréhension et d'inspiration. C'est une source d'inspiration, de compréhension et aussi de propositions, y compris au niveau européen. Et ce sont aussi les travaux menés dans le cadre du Conseil national du numérique qui ont été une source d'inspiration pour les directives européennes. Alors la Commission consultative nationale des droits de l'homme, qu'est-ce qu'elle fait par rapport au numérique? Donc la CNCDH vient vérifier que la France respecte bien ses engagements s'agissant des traités internationaux concernant les droits de l'homme. Et nécessairement, on voit qu'aujourd'hui, les développements des outils et des usages numériques impactent potentiellement de plus en plus les droits fondamentaux. On a évoqué la protection des données à caractère personnel, bien sûr. Plus généralement, la protection de la vie privée. On peut également imaginer les risques de discrimination qui peuvent résulter d'un traitement par un algorithme, par exemple un algorithme qui va venir analyser le CV de candidat à un emploi et qui, parce qu'il va apprendre sur le passé, va pousser un certain nombre de CV plutôt d'hommes dans le secteur de l'informatique plutôt que de femmes, donc source de discrimination. Donc ici, puisque les enjeux vont être de plus en plus importants, les impacts potentiellement de plus en plus importants sur les droits fondamentaux, la CNCDH a désormais un rôle à jouer s'agissant de ce développement. Ce qui est plus préoccupant s'agissant de ce risque de discrimination du fait du déploiement de l'intelligence artificielle, par exemple pour l'emploi, mais par exemple aussi en matière de justice, c'est un point fondamental, ça va être de dire que finalement tous ces biais, toutes ces discriminations, ils vont être amplifiés avec le traitement par un algorithme. Pourquoi ? Parce que si je reprends l'exemple du CV pour un ingénieur informatique, le système algorithmique il va apprendre du passé des données qui viennent le nourrir. Et dès lors, il va identifier que par le passé, il y avait essentiellement des hommes suivant un certain diplôme. Dans le domaine de l'informatique. Oui, mais ça va amplifier cela parce que nécessairement, ça ne va ne pousser que des CV d'hommes et donc écarter tous les CV de femmes. Donc ça va venir amplifier ces effets de discrimination. Je vous donne un exemple, celui qui est le plus... non intentionnel, là, pour le coup. Alors, c'est généralement présenté comme non intentionnel, puisque là, en effet, c'est finalement répliquer et amplifier le passé. Donc, ce n'est pas nécessairement avoir dessiné l'algorithme pour qu'il produise de tels effets. Mais même si c'est non intentionnel, désormais, avec le règlement sur l'intelligence artificielle, les concepteurs de ces algorithmes et encore plus les utilisateurs de ces algorithmes, par exemple l'entreprise, par exemple l'administration, vont devoir surveiller, finalement, avoir une obligation de vigilance en continu. C'est pas toujours la même idée de respect de la dignité. Le respect de la dignité est fondamental, j'allais dire de l'autonomie humaine, qu'on retrouve beaucoup avec le développement des réflexions sur l'intelligence artificielle, donc la fameuse place de l'humain, ou Human in the Loop, là, quand on reprend la terminologie de l'Union européenne. Donc comment on garantit cette autonomie humaine? Mais il y a bien d'autres concepts qui rejoignent cette éthique du numérique. Comment faire que ces systèmes soient robustes, qu'ils soient solides, qu'ils résistent à des attaques? Non, mais ça, d'après mes collègues, ce sont des principes éthiques. Nous, on va les considérer autrement en droit. Donc, ce qui est intéressant, et moi, ce qui m'intéresse en travaillant au sein du Comité national d'éthique du numérique demain, ça va être, et là j'ai un peu du mal parfois à convaincre mes collègues, de voir que finalement, derrière un certain nombre de principes éthiques, on retrouve notamment des droits fondamentaux ou des éléments permettant de mettre en œuvre la garantie de ces droits fondamentaux, et notamment la robustesse à un certain nombre de risques d'attaque, qui seraient des moyens d'opérationnaliser cela, et non pas, nous, ce qu'on nommerait un principe en droit. Mais toute cette discussion de ce qu'est un principe, ce que sont les valeurs, comment le droit les intègre, ce que le droit est, rejoignent les discussions qu'on a au sein de ce comité. Vous dites que vous avez parfois du mal à convaincre vos collègues, ce qui m'amène à une question, est-ce que les universitaires ont un rôle important dans cette affaire-là, et est-ce que les universitaires juristes pèsent suffisamment
tout cas. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, avant d'en venir à peut-être un début de réponse, j'ai du mal à me convaincre mes collègues, non pas de la pertinence du droit, mais du fait que le droit, à un certain moment, de par ses valeurs sous-jacentes, rejoignent l'éthique. Donc là, c'est le positionnement de l'éthique par rapport au droit. Donc c'est ça l'autre débat. La place du droit, elle est toujours assurée parce que le droit, et c'est en ça qu'on est très écouté, va venir encadrer un certain nombre de pratiques. Donc on est un peu parfois l'empêcheur d'innover en rond, on est celui qui agit et finalement qui va être écouté parce qu'on dicte une ligne et on va dicter notamment un certain nombre d'interdictions. Là où je trouve... On est la loi. En revanche, là où je trouve que, en tout cas, mon rôle est plus intéressant, c'est qu'au sein de l'ensemble de ces comités, lorsqu'on interagit notamment, pas avec mes collègues membres de ces comités, mais plus généralement, par exemple, avec des ingénieurs en informatique, ça va être d'avoir un regard transversal. C'est-à-dire, on les voit développer leur technique et eux, ils sont heureux lorsque la technique parvient à l'objectif qu'ils se sont fixés. Par exemple, développer des univers virtuels, des métaverses, des casques de réalité virtuelle. Notre rôle de juriste, ça va être de dire, est-ce que vous êtes posé un certain nombre de questions ? Quels vont être les enjeux de collecte des données? Quels vont être les risques de manipulation? Quels vont être les effets quant à l'environnement de l'exploitation de l'ensemble de ces données? C'est ce regard transversal que j'essaye d'apporter, mais mes collègues philosophes également, au sein de ces comités. Et l'idée, ça va être finalement de non seulement poser des limites parfois, imposer des obligations, imposer des analyses de risques, ça c'est la nouvelle méthode que l'on essaye de promouvoir pour anticiper finalement les risques potentiels des évolutions. Et l'idée va être aussi d'avoir ce regard transversal et d'inviter même les développeurs, les ingénieurs en informatique à anticiper eux-mêmes ce que vont faire les techniques qu'ils vont développer. On va peut-être terminer par là. Vous me disiez quand on préparait cet entretien, malgré tout, je trouve que les universitaires ne jouent pas complètement leur rôle dans cette affaire-là. Et là, pour autant, quand je vous entends, j'ai l'impression que les universitaires sont très présents, sont très présents, et que au fond, le problème est plus le dialogue université-ingénieur que l'insuffisante présence des universitaires. Je ne sais pas si les universitaires sont suffisamment présents ou non. Je trouve qu'on a un rôle véritablement à jouer pour apporter une certaine expertise aujourd'hui aux décideurs et notamment au pouvoir public pour la définition de leur politique publique, voire demain de réaliser un certain nombre de réformes, pour être en compréhension de l'objet qu'ils entendent saisir, des enjeux sociaux qui sont sous-jacents et de pouvoir prendre leurs décisions de façon la plus éclairée possible. Donc ça, je pense qu'en tant qu'académique, on a un rôle à jouer et on est accueilli et appelé à interagir au sein de l'ensemble de ces comités. Après, les réformes sont nombreuses, les techniques évoluent, le travail est important, donc le plus nombreux on sera à porter cette contribution la plus productive enfin, on accompagnera de façon la plus productive possible le décideur. On a d'ailleurs souhaité installer à Paris 1 un observatoire de l'intelligence artificielle de Paris 1, justement à cette fin, c'est-à-dire pour constituer une communauté des chercheurs de Paris 1 qui s'intéressent à ces questions de l'intelligence artificielle, des chercheurs en droit, des chercheurs en informatique, en histoire, en géographie, en art, pour permettre aussi entre nous de réaliser des projets de recherche pour croiser nos regards et puis après livrer nos analyses dans le cadre de projets de recherche, comme on le fait habituellement, de publications, de colloques, mais aussi de livrer ces analyses aux décideurs pour lui permettre d'avancer dans la définition notamment des politiques publiques. Et on a comme cela un projet de recherche en cours sur les univers virtuels. D'accord. Donc on comprend que, voilà, en tout cas avec vous, l'université sera bien représentée, qu'elle l'est déjà bien aujourd'hui et qu'elle le sera bien demain. Célia Zolansky, merci beaucoup. Nous nous retrouvons très bientôt pour une prochaine émission de la Grande Bibliothèque. À très bientôt. Au revoir.